Alors, ce qui se passe dans sa tête actuellement, comme ses avocats l'ont précisé hier et le précisent depuis un petit moment, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que psychologiquement, il est très très atteint. Il a eu du mal dans ses audiences préliminaires à décliner ne serait-ce que son identité à la barre. Et physiquement, il est également atteint depuis un certain nombre d'années, puisque avant Belmarsh, qui est quand même une prison de haute sécurité, dans laquelle il était à l'isolement, avec simplement 2 visites mensuelles, ce qui est un peu compliqué, et pas d'accès à Internet, ce qui est encore plus compliqué pour lui. Il a été enfermé pendant 7 ans, comme le sujet le rappelait, à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il n'avait pas accès à l'extérieur. Et donc, imaginez-vous un homme, une femme, un individu enfermé pendant 7 ans, ce que ça peut avoir comme impact physique et psychologique. Bien sûr. Alors aujourd'hui, il risque la prison à vie aux États-Unis, inculpé de 17 chefs d'accusation pour des activités qui relèvent de la pratique journalistique. Alors pour vous qui avez cofondé le site ovni.fr, un média qui a un temps collaboré, était partenaire avec Wikileaks, cela pose, on imagine, de sérieuses questions sur la liberté de la presse en tant que telle. Alors c'est l'enjeu fondamental et principal que vous avez bien résumé, c'est-à-dire que ce qui est en jeu dans le procès à venir de Julian Assange, si d'aventure il est extradé, c'est effectivement le droit d'informer et la liberté de la presse et d'expression. Si Julian Assange est condamné au titre, il faut le rappeler, de l'Espionnage Act, qui est un texte qui date de 1917 et qui a envoyé notamment les époux Rosenberg à la chaise électrique, s'il est condamné à ce motif-là, cela créera un précédent immense pour l'ensemble des activités journalistiques, si tant est qu'elles publient des documents confidentiels qui nuisent aux intérêts américains. Oui, donc comme vous le dites, c'est un avertissement très clair aux lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. L'avertissement a déjà été lancé contre les lanceurs d'alerte. Il y a Chelsea Manning qui a été condamné à 35 ans de prison avant que sa peine soit commuée. Il y a un certain nombre de gens qui... Edward Snowden ne peut pas revenir aux États-Unis. L'administration Obama a déjà fait beaucoup pour contrecarrer les lanceurs d'alerte. Et là, on dépasse encore un niveau, c'est-à-dire que Julian Assange, effectivement, la menace qui pèse sur lui pèse également sur l'ensemble des journalistes qui ont pour motif et pour ambition de révéler des secrets. Alors dans votre livre, on est face à un homme finalement qui a une idéologie très mouvante. C'est un adjectif que vous-même vous qualifiez Julian Assange de personnalité mouvante. J'y ai vu un grand utopiste, un homme totalement incompris, un homme qui a été souvent lâché d'ailleurs par les gens qui ont lui fait confiance dans un premier temps et détesté. C'est quoi? C'est de la conspiration? C'est un homme qui a suscité une drôle de réaction de la part des gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé puis détesté? Alors on parle d'une activité qui s'est déroulé sur Wikileaks, c'est quand même 10 ans d'activité, donc il a eu le temps de changer au cours de ces 10 années, mais effectivement on parle d'idéologie mouvante, puisque pour dégager une colonne vertébrale idéologique à Julian Assange, c'est un peu compliqué. Il y a quand même quelque chose de fondamental qui reste jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle son éthique hacker, c'est-à-dire que Julian Assange était un hacker assez brillant, très versé dans les mathématiques, etc., et a construit Wikileaks sur cette base-là. Et dans cette éthique hacker, le principe fondamental, c'est que l'information doit être libre. À partir de là, je pense qu'on comprend un certain nombre d'actions de Julian Assange, mais ce qu'on dit aussi dans l'ouvrage, c'est que plus il a été pourchassé, poursuivi, plus il a subi un certain nombre d'acharnements judiciaires, plus il a fait des choix tactiques qui se sont parfois avérés plus ou moins compliqué à comprendre pour ses proches de l'époque. Votre dernier chapitre, c'est Assange, martyr de la liberté d'informer, point d'interrogation. Vous posez cette question qu'effectivement on se pose à la lecture de ce livre. Faut-il aujourd'hui soutenir Julian Assange? C'est toute la question. Oui, cette question, pour le coup, on la tranche dans la dernière partie de l'ouvrage. Il faut évidemment soutenir Julian Assange, il faut soutenir l'ensemble des lanceurs d'alerte, il faut continuer à soutenir Chelsea Manning, il faut soutenir les lanceurs d'alerte numériques qui sont enfermés actuellement en Égypte, en Iran et dans d'autres pays. C'est évidemment un enjeu crucial et fondamental pour le XXe siècle, le XXIe siècle qui est en train d'advenir. Et si on perd ce combat-là, on risque de perdre en tant que société mondiale et mondialisée un certain nombre de pouvoirs d'agir sur nos gouvernements et les entreprises aussi. Très brièvement, aujourd'hui, il y a 17 parlementaires en Allemagne qui appellent à nominer Julian Assange et Chelsea Manning au prix Nobel de la paix 2020. Vous en pensez quoi? Est-ce possible aujourd'hui à la veille d'un procès? Il y a Edward Snowden aussi, d'ailleurs, qui est dans ce trio-là. Ça ne me semblerait pas complètement délirant de nommer ces 3 personnes, aussi différentes soient-elles, pour le prix Nobel de la paix. On a vu des prix Nobel de la paix par le passé qui ont eu des actions autrement plus compliquées que Manning, Snowden et Julian Assange. Merci.